Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler de la constitution du territoire français. C'est un cours de BTS de deuxième année. On va essayer de voir en fait un petit peu, faire un petit peu, si vous voulez, le tour des périodes importantes de l'histoire de France, pour essayer de comprendre à quel point notre pays est un pays qui est quand même riche en termes de patrimoine, puisque on verra que c'est une notion importante. La photo que vous avez au tableau, c'est le plus vieux bâtiment aux États-Unis. Voilà, c'est une ferme qui date de 1638. Donc vous voyez que c'est ancien, hein, sans être très très ancien. Hein, c'est un bâtiment du XVIIe siècle. Voilà en fait le bâtiment le plus ancien en France, puisque c'est une église romane qui date de 200 avant Jésus-Christ. Quand je dis le bâtiment le plus ancien de France, c'est-à-dire le bâtiment construit, voilà, il se trouve dans notre région, puisque c'est une église qui se trouve à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, donc pas très très loin, à 1 heure à peu près de Toulouse. Donc notre pays a vraiment une histoire très riche, très ancienne, pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'il a une position déjà centrale en Europe, comme on peut le voir. C'est une position stratégique hein, qui explique que c'est un pays qui fait un peu office de carrefour entre le nord et le sud de l'Europe. Et bien entendu, c'est un pays qui a été convoité, où il y a eu beaucoup d'invasions, de mélanges, de rencontres. Alors la présence humaine en France, elle est très ancienne, hein, elle remonte au paléolithique inférieur, c'est-à-dire on a retrouvé en fait des traces de vie humaine datant d'il y a environ 1 800 000 ans. Donc il faut quand même se rappeler qu'à cette époque-là, le climat est différent, hein, on est dans une époque glaciaire, et donc les hommes s'abritent dans des grottes. Donc on a surtout retrouvé des grottes qui ont été décorées, qui ont été ornées. Donc la plus célèbre, c'est celle que vous avez en photo, c'est celle de Lascaux, en Dordogne, pardon. Et petit à petit, donc, les hommes ont commencé aussi à se sédentariser et donc à créer, on va dire, ce qui donnera plus ou moins les villes que l'on connaît. Par exemple, les premières traces d'occupation humaine autour de la Seine, donc autour de ce qui sera Paris plus tard, remontent à environ 4000 ans avant notre ère au Paléolithique. Voilà. Donc c'est vraiment un pays qui a été peuplé depuis très très longtemps. Ensuite, si on continue à remonter, au 7e siècle avant Jésus-Christ, vous avez des peuples celtes qui arrivent de Germanie et qui vont s'installer petit à petit en France, enfin en tout cas dans notre pays. Et ces tribus vont se fixer en donnant ce qu'on appelle en fait des tribus gauloises, différentes tribus gauloises qui vont s'installer. Voilà. À la même époque, sur les côtes méditerranéennes françaises, vous allez avoir des colonies grecques qui vont s'installer et qui vont fonder certaines villes très connues, comme par exemple Massalia, qui donnera Marseille. Voilà. Alors, si on continue avec Paris, puisque j'essaye de faire la constitution du territoire français et aussi de Paris, à la même époque, vous avez en fait une tribu qui se trouve au IIIe siècle avant Jésus-Christ, une tribu de Gaulois que l'on appelle les Parisis, et qui se situe à peu près à l'endroit actuel où se trouve la ville de Nanterre. Voilà. Alors peu à peu, la Gaule va être conquise par les Romains, comme vous le savez, et les Romains vont fonder des villes gallo-romaines, donc par exemple Aix-en-Provence, Toulouse, Narbonne, et donc en fait on va voir se développer une organisation du territoire un peu plus moderne, un peu plus méthodique. Notamment Paris, qui s'appelle à l'époque Lutèce,
qui va commencer à se développer avec un plan géométrique, comme on peut voir sur l'image. Et donc déjà à l'époque, on repère que l'île de la Cité, on le voit sur l'image, devient un peu le centre administratif de la ville. Alors on va retrouver dans toutes les villes gallo-romaines des éléments que les touristes viennent visiter encore aujourd'hui. Donc par exemple le forum, les thermes, les arènes, qui vont parfois demeurer et que l'on peut encore visiter. Il faut savoir qu'à l'époque, Lutèce, donc Paris, n'est qu'une ville modeste d'environ 5000 habitants. Si on continue dans le temps, donc suite à l'effondrement de l'Empire romain, on va voir arriver donc Charlemagne, qui va mettre en place son empire au début du Moyen-Âge. Et donc l'action de Charlemagne, lui, ça va être surtout un bâtisseur de bâtiments religieux, d'édifices religieux. Donc par exemple comme l'abbaye de Sainte-Foy de Conques que vous avez à l'image. De la même manière, au Moyen-Âge, donc, toujours, vous allez avoir des éléments, notamment à Paris, de fortification de la ville et aussi de début de construction de Notre-Dame. À partir de 1163, on voit apparaître donc le début du chantier de Notre-Dame de Paris. Alors Paris, à cette époque-là, au Moyen-Âge, connaît quand même un essor économique important. Elle devient un point important en Europe, notamment à cause de son université, qui rayonne à travers toute l'Europe. Si on continue à avancer dans le temps, si on arrive donc à l'époque de Louis XIV, sous Louis XIV, la France commence à avoir à peu près les frontières du territoire telles que nous les connaissons. Louis XIV, ça va être un roi qui va faire beaucoup de guerres et qui va avoir des ministres efficaces qui vont lui permettre de créer ce qu'on appelle le précaré, c'est-à-dire des protections, notamment qu'il confiait à son architecte Vauban. En fait, cet architecte militaire va créer ces fameuses forteresses avec des formes très bizarres. Ces formes permettaient de se protéger contre les boulets de canon qui venaient rebondir en fait contre ces murs. Et ils vont créer ces forteresses un peu partout, tout autour des frontières du territoire, pour créer ce qu'ils appelaient donc le précaré, c'est-à-dire une forme de fortification du territoire. Donc ces forteresses sont encore visibles aujourd'hui et on peut bien sûr les visiter. Louis XIV, ça a été aussi un roi bâtisseur qui a laissé pas mal de traces dans Paris, notamment, bien entendu, les Invalides, qu'il a fait construire en 1706. Bien entendu, Versailles, qu'il fait construire à partir de 1682 pour s'éloigner un petit peu de cette ville, pour avoir plus de place, et pour s'éloigner aussi du peuple parisien qu'il sentait un peu remuant. Voilà, donc c'est vraiment un roi qui va commencer à faire des constructions importantes. Alors si on continue dans le temps, là je fais bien sûr des grands bonds dans le temps pour essayer de ne pas être trop long. À la suite en fait de la Révolution française, les rois qui vont se succéder, comme le roi Louis-Philippe, vont continuer à marquer le territoire. Donc par exemple l'Arc de Triomphe, qui a été ensuite débuté par Napoléon en 1806. Je vous parlais de Louis-Philippe parce que c'était celui qui a en fait commencé à paver les rues de Paris, à créer des trottoirs, des fontaines. Et Napoléon par la suite a été donc aussi quelqu'un qui a beaucoup bâti dans Paris, notamment donc l'Arc de Triomphe que vous connaissez tous. Alors, un autre personnage célèbre par rapport à la constitution, notamment donc de la capitale,
c'est en fait donc un personnage dont vous avez certainement entendu parler, qui est le baron Haussmann. Alors le baron Haussmann, c'est un personnage important puisque au XIXe siècle, c'est quelqu'un qui va s'occuper de rénover Paris. Donc tout simplement de détruire en fait une partie de la ville pour percer de grandes avenues, pour dégager des perspectives autour de certains monuments et pour faire en fait de la place pour rendre cette ville un peu plus moderne, pour avoir de la place pour construire aussi des transports en commun. Et c'est aussi, alors ça a été un chantier quand même très très important hein, qui a duré de 1853 à 1869. Et c'est voilà, vous voyez, c'est pour donner en fait des grandes avenues aérées, plus faciles aussi à nettoyer. Et c'est ce baron Haussmann qui va avoir l'idée de créer des grandes artères en fait, qui partent notamment de la place de l'Étoile. Il va être aussi à l'origine des fameux immeubles haussmanniens, qui sont très connus à Paris. Voilà. Alors, le 19e siècle, c'est aussi une époque importante parce qu'on va aménager la ville pour qu'elle soit plus propre, notamment on va créer des égouts. On va aussi recevoir, enfin la France va aussi organiser des expositions universelles, donc comme en 1889. Et notamment, lors de ces expositions universelles, la France va construire certains monuments, comme par exemple la Tour Eiffel, qui à l'époque avait été construit de manière temporaire et puis finalement est resté sur place. Alors, au XXe siècle, donc plus près de nous, ce sont les présidents de la République qui vont essayer de marquer le territoire français et notamment, bien sûr, le territoire de la capitale. Donc là, vous avez le président Pompidou qui, lui, a créé le centre Beaubourg, qui avait aussi créé la tour Montparnasse qui est à l'écran. Vous allez avoir le président Mitterrand qui, lui, a créé donc le Grand Louvre avec la fameuse pyramide qui, à l'époque, a fait polémique. Vous avez le président Chirac qui avait créé donc le musée du Quai Branly qui aujourd'hui a changé de nom pour s'appeler donc le musée Jacques Chirac. Voilà. Alors, par la suite, les présidents suivants, le président Sarkozy, Hollande et Macron, ont un petit peu laissé tomber cette tradition de marquer un peu le territoire, parce qu'il y avait un côté un peu... ça faisait quand même beaucoup penser au roi de France, à l'action des rois de France, et c'était peut-être un peu critiqué, donc c'est quelque chose qui a été un petit peu laissé de côté. Voilà. Par rapport à la constitution, si vous voulez, de ce territoire. Si on continue avec les aspects géographiques et administratifs de la France, je fais très rapidement, là aussi pour essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Par rapport au relief de notre pays, on peut dire que la France dispose de tous les types de reliefs. Les 2/3 nord-ouest de la France sont peu élevés, notamment le bassin parisien ou le bassin aquitain. Et on va avoir en fait deux zones de montagne élevées, que sont les Alpes et les Pyrénées. On va aussi avoir des zones de montagne de montagne moyenne, avec par exemple le Massif central, le Jura, et ensuite des vallées qui servent d'axe de pénétration d'axe de pénétration, notamment avec le couloir rhodanien, avec donc la ville de Lyon qui s'est située dans ce lieu de passage. Voilà, donc là à l'écran on voit bien la répartition des reliefs dans notre pays, avec surtout donc la présence de deux grandes zones de montagne qui ont permis de créer des frontières naturelles entre notre pays et ses voisins, notamment l'Espagne, la Suisse. Voilà. Alors, si on passe au climat, le climat donc de notre pays, c'est un climat, comme vous le savez, qui est tempéré, avec 4 saisons qui sont bien marquées. Alors, c'est un avantage important au niveau du tourisme, car ça permet de proposer des activités saisonnières et de diversifier aussi l'offre touristique.
Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, vous avez le climat océanique, avec des hivers doux et des étés relativement frais, avec plus de pluie. Hein, c'est ce qu'on va retrouver notamment sur toute la bande littorale océanique, la Bretagne, le Pays Basque, donc on sait qu'il pleut quand même un peu plus. Vous allez avoir ensuite le climat méditerranéen, qui est beaucoup plus chaud, avec des hivers qui sont doux et des étés quand même beaucoup plus torrides, avec un peu plus de sécheresse aussi. Et ensuite un climat continental pour l'intérieur du pays, voilà, qui va se caractériser par des hivers un peu rudes et des étés assez chauds. Voilà. Alors, si on continue par rapport aux fleuves, donc les fleuves sont des éléments importants dans notre pays. On a 5 grands fleuves. Pourquoi est-ce que ce sont des éléments importants? Parce qu'ils ont permis aussi l'implantation de grandes villes. Là, vous avez donc la Garonne avec Toulouse, hein, qui s'est installée, Toulouse s'est développée autour de la Garonne grâce à la présence de la Garonne. Alors vous avez comme fleuve la Loire, qui est le plus long fleuve de France. Vous avez la Seine, le Rhône, qui est le fleuve le plus aménagé de France, hein, avec des centrales, des écluses, et donc la Garonne, et ensuite le Rhin, qui est un fleuve européen puisqu'il traverse plusieurs pays. Alors pour terminer, je voudrais juste parler maintenant des découpages administratifs, puisque la France est un pays qui a connu ce qu'on appelle la décentralisation. Donc la décentralisation, c'est tout simplement le fait que l'État, petit à petit, à partir des années 80, a commencé à transférer des compétences aux collectivités territoriales. Alors ça faisait longtemps, hein, depuis 1947 et un livre assez connu, Paris et le désert français, que les autorités s'étaient rendues compte que le pays était complètement déséquilibré en faveur de Paris. Donc il y a une vraie volonté de décentraliser, c'est-à-dire d'envoyer dans le reste du pays des compétences et des éléments aussi d'économie ou de décision politique afin d'équilibrer un peu plus le territoire. Voilà, donc en fait il va y avoir une création de collectivités territoriales. Donc vous savez qu'aujourd'hui, en termes de collectivités territoriales, il y a l'État, il y a ensuite les régions. Ici vous avez l'hôtel de région de Midi-Pyrénées qui n'existe plus, mais de l'Occitanie si vous voulez. Ensuite les départements, les communes, et aussi ce qu'on appelle l'intercommunalité, c'est-à-dire lorsque des collectivités se mettent ensemble pour certains projets. Voilà, depuis 2016, comme vous le savez, les régions ne sont plus au nombre de 22, mais de 13, et elles sont des acteurs importantes, notamment du tourisme. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair, et que si vous avez des questions, de toute façon, je serai à votre disposition en classe, ou même par mail pour en parler. Au revoir.